Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci beaucoup pour vos commentaires. Et juste en particulier parce que je viens juste d'ouvrir l'ordi et de checker ça. Le dernier commentaire que j'ai reçu de Jean-Paul qui me dit « Je ressens des stress dans ta voix. Comment ça se fait ?» Alors, je lui ai répondu, c'est vrai que j'ai les yeux fixés sur la batterie et toujours à chaque fois une sorte de challenge, de course. Il faut que je finisse mon message avant que la batterie tombe en rade. Et puis en fin de compte, grâce à ce message, je me suis dit, mais je suis pas dans les bois, pourquoi est-ce que je branche pas? Vous voyez, on m'avait déjà fait la réflexion, pourquoi est-ce que je brancherais pas une prise directement sur la caméra? Voilà, donc c'est, comment on appelle ça, ma carte SIM, c'est une 64 Go. À mon avis, ça va le faire. Et là, j'ai branché. Donc, il n'y aura pas ce stress dans ma voix. Bon, à part que tout à l'heure, j'ai fait un peu de cardio, donc j'ai attendu que ça se calme avant de parler. Alors, il y a toujours un peu de tension dans ma voix, tout simplement. D'abord parce que je suis très, comment on peut dire, très pressé de faire passer mon message. Et souvent je marche, c'est-à-dire je cours jusqu'au point où je peux me trouver un coin sans vent, quand je suis dehors. Je cours, et je me dis, bon, là, c'est bon, il n'y a pas de voiture. Bon, là, en ce moment, ça va, mais bon, ordinairement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de vent. J'ai un créneau, et dans ce créneau, il faut que je fasse passer le maximum de messages. Et ça fait un petit peu un débit à la Decon, à la Canal+, où il n'arrêtait pas de parler très, très vite. Hein. Alors, je ne me rappelle plus le nom du fils, j'avais Antoine Decaune, voilà, le fils de Georges Decaune. Enfin, mon époque, c'est plutôt Georges Decaune. Voilà, qui était, je crois, commentateur sportif, un truc comme ça. Bon, en gros, aujourd'hui, mon petit message, ça va être encore un coup de gueule qui va faire sursauter. Hein. Je ne cherche pas le buzz, je dis simplement ce que je pense. Donc j'ai arrêté de regarder ces conneries de point coronavirus, comme je vous ai expliqué hier. Hein. Ça me rappelle trop la guerre des Balkans, où les mecs racontaient n'importe quoi, juste pour donner à manger aux téléspectateurs, et en tout cas aux journalistes de l'époque. Et comme j'ai lu dans un rapport il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 jours, on m'a envoyé un rapport comme ça, où un médecin disait « ça y est, on nous refait le coup du sida ». Alors évidemment, les moins de 40 ans ne peuvent pas avoir ce côté-là, parce que d'abord il y a eu la grippe, quand j'avais 20 ans, hein, les épidémies de grippe, où on faisait peur, parce qu'il y avait, je crois que c'était 6 ou 7 personnes âgées, plus de 90 ans, qui étaient mortes dans un hospice dans les Pyrénées. On a dit que c'était la grippe. Bon, voilà, ils sont morts et ils avaient le virus de la grippe. Donc c'était la grippe, et tout de suite, il faut vacciner, il faut vacciner, il faut vacciner. Après, les campagnes de culpabilisation, j'aime mon grand-père, je le fais vacciner. Et après, quand les vieux disaient non, non, moi je veux pas de tes conneries, parce que c'était quand même la génération qui n'avait rien à foutre de ces vaccins là con. Donc après, on a culpabilisé les vieux en disant j'aime mes petits-enfants, je me fais vacciner. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est sympa pour ceux qui arrivent. Je crois que j'ai eu à peu près 150 abonnés de plus depuis 15 jours. Donc je redonne des détails. Voilà, donc j'ai vécu ce côté d'abord qui avait été fait pour les chats. Hein. J'aime mon chat, je le fais vacciner en 77-78. Après, juste après, l'hiver après, c'était j'aime mon grand-père, je le fais vacciner. J'aime mes grands-parents, je les fais vacciner. Et ensuite, c'était j'aime mes petits-enfants, je me fais vacciner. Bon. Ensuite, il y a eu le sida. Le sida dans les années 80-90. Alors, tout le monde savait, et ça a été redit par le médecin actuellement, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous lire la fiche, mais je me lève juste, donc j'ai pas eu le temps de la rechercher, qui disait, nous savions tous, donc en tant que médecin, que le sida s'était réservé quand même à une minorité des milieux de la nuit, des gens qui vivaient dans la peur constante, donc sous cortisol de façon chronique, donc avait une baisse déjà du niveau de leur immunité, dans le stress constant de se faire découvrir, de faire découvrir leur homosexualité. C'était pas top de faire le coming out à l'époque, et donc en fin de compte, voilà. Donc ils vivaient un petit peu dans la peur de se faire découvrir, ils se rencontraient dans des boîtes de nuit, ils sniffaient du poppers.
Donc le popper, c'est un... J'avais dit que je chercherais le nom. C'était un truc, un hydride, je sais pas trop quoi, c'est un truc utilisé par les médecins quand ils font des opérations en cœur ouvert, par exemple, pour faire dilater les veines. Alors, je veux pas savoir comment ils s'en servent. Je sais que c'est un truc avec l'anus, je sais pas comment ils se démerdent, pour détendre l'anus, pour aller plus profond dans les fist fucking. Bienvenue à la fistinière, ça m'intéresse pas. Mais bon, voilà, renseignez-vous, le poppers, voilà. Et beaucoup étaient des junkies aussi, et dans les malades du sida, parce qu'il y avait des échanges de seringues dans les squats et tout ça, dans la rue, et il y avait aussi les prisonniers qui étaient à la fois junkies, homo, en tout cas qui avaient des relations homo, et qui étaient aussi voilà, des gens qui vivaient le stress au quotidien. Donc les médecins savaient très bien que c'était ce milieu-là, d'accord, mais il fallait faire peur, il fallait vendre des capotes, il fallait vendre des tests, donc il fallait faire peur. Donc à force de faire peur comme ça, on imprègne la peur dans notre ADN, hein, donc ça crée ce qu'on appelle un épigénétisme, hein, c'est-à-dire ça ressort des mémoires ancestrales de la peste, du choléra, de la guerre et tout ça, et on est complètement stressé, et là évidemment, on est des enfants, quand on a peur comme ça, on est des enfants. Alors il y a eu l'histoire du porteur sain, hein, c'est-à-dire qu'après on dit tout le monde peut avoir le sida. Bah oui, c'est un effondrement du système immunitaire, donc si vous êtes stressé parce qu'un patron vous gueule dessus, à la longue, surtout si vous prenez des antidépresseurs pour ça, pour peu que vous fumiez et que vous buvez de l'alcool, antidépresseur, immunodépression, et puis vous avez le sida, le syndrome d'immunodépression acquis. C'est-à-dire, voilà. Donc voilà, donc à l'époque, d'ailleurs, pourquoi on a dit aussi qu'il y avait des porteurs sains et que tout le monde pouvait avoir le sida? Tout simplement parce que fallait pas trop traumatiser les homos, parce qu'ils se faisaient casser la gueule dans la rue, hein, il y avait ceux qui se faisaient casser la gueule et ceux qui menaçaient les gens avec une seringue en disant file-moi ton fric, ou je te pique, je suis sidéen, quoi, ou je te mords ou je te crache dessus, quoi, quand même. Voilà. Et donc fallait faire accepter les homos, donc il y a ACT UP qui s'est créé, et le patron d'ACT UP a dit vous ne nous avez pas accepté comme homo, vous nous accepterez comme sidéens. Voilà. Donc, voilà. Il fallait faire peur à tout le monde était porteur sain, tout le monde risquait de passer le sida à sa copine ou son copain, donc il fallait prendre des capotes sous, donc il y avait des campagnes de dépistage. Et je vais vous parler de cette campagne de dépistage, je m'en suis juste rappelé ce matin. Donc lors de cette campagne de dépistage, alors je ne me rappelle plus en quelle année c'était avant 86 je crois, hein, ça devait être, ou peut-être 86, 87, 88, je me souviens plus, bref. Il y avait, à Saintes, il y avait une petite inondation, c'est-à-dire il y avait 10 cm d'eau dans les rues, comme ça, voilà, il y avait tout un pataquès dans les médias. Et voilà, et ça coïncidait au moment où ils ont mis dans les dispensaires des tests. Alors ma copine et moi, on était partis se faire dépister, bon, parce qu'il y avait tellement de peur, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allumez la radio, ouais, dépistez-vous, 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 la télévision, j'avais encore la télévision, je crois en 86, dépistez-vous, 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 mais on était paniqués, quoi, je veux dire, il y en avait partout, des trucs comme ça. Ensuite, c'était quoi? C'était sur les journaux, dans la rue, les gens n'osaient même pas se regarder, tiens, ça me rappelle un peu là, que l'autre jour, quand je rentrais des courses, où les gens changeaient de trottoir. Je dis pas, j'ai pas une sale gueule, hein, c'est changer de trottoir, c'est pas 1 mètre de distance, c'est 4 mètres de distance maintenant. Bon, parce que plus chaque fois que vous faites un geste de sécurité, je sais pas comment, sanitaire, je sais pas comment on peut dire, ces gestes barrières, à chaque fois vous remettez le message de la peur dans votre subconscient et vous travaillez sur votre ADN. Hein. Bon, je sais pas ce que ça va donner, dans 1 an, 2 ans, le nombre de cancers va exploser, un peu comme à Tchernobyl, hein. Après Tchernobyl, bon, c'est pas grave. Donc j'étais parti me faire dépister avec ma copine, hop, on revient, je sais plus combien c'était, 3, 4, 5 jours après, voilà, et le médecin il dit, bon bah non, bah c'est normal, vous avez rien, je lui dis, comment ça c'est normal? Bah non, vous fumez pas, vous droguez pas, vous n'êtes pas homosexuel, donc c'est normal, vous avez rien. Je lui dis, mais enfin, avec tout ce pataquès que font les médias, avec tout ça, toute cette peur qu'ils mettent dans les gens, et le médecin me sourit, il dit, vous avez vu ce qu'ils disent là en ce moment là sur les inondations? Bah, je dis oui, on voit plein d'inondations à Saintes. Il dit, vous avez vu les inondations à Saintes? Je lui dis, il y a 10 cm d'eau, je passe partout, il y a 10 cm d'eau. La Charente a à peine débordé. Et le médecin dit, ben voilà, les médias, ils filment en hélicoptère par au-dessus. Donc par au-dessus, vous voyez des toits, de l'eau, des toits, de l'eau. Il n'y a rien qui dit qu'il y a 10 cm d'eau, vous voyez de l'eau. Et puis ça fait que, ben, comme ça, le
le préfet et tout ça déclenche le plan Orsec, hein, et le plan Orsec, ça donne des subventions d'État. Hein, pour la ville. Donc, pour faire du pognon, ben, on fait peur aux gens, on dit « Ah, Sainte, etc. » Ils interviewaient, je me souviens, un couple de jeunes qui disaient « Plus jamais je viens ici, je vais déménager, j'en ai marre de cette ville, ça fait 1 an qu'on est là, on est déjà inondé, je me barre. » Ça me fait penser, certains comment on peut dire... Après les attentats sur des synagogues, les attentats où c'est des croix gammées à l'envers, où on s'aperçoit que c'est en fin de compte je sais plus qu'on appelle ça, le curé, je sais plus comment on appelle ça, le rabbin qui s'était foutu des coups de couteau lui-même, quoi, je veux dire. Mais bon, après ces attentats, il y a toujours un couple comme ça, de juifs, qui est interrogé, qui dit « Oui, j'en ai marre, moi, de la France, je me cache, je vais faire mon aïa, je pars en Israël, etc. Puisqu'on a un pays, maintenant, il faut y aller. » Il y a des moments où je me demande si ces attentats ne sont pas faits exprès, si cet antisémitisme n'est pas fait exprès pour attirer les gens, pour qu'ils peuplent ces territoires volés aux Palestiniens, puisque, bon, c'est bien beau de les foutre dehors, de les flinguer à coups de bulldozer et de construire des nouvelles villes par-dessus les ruines, mais il faut bien les peupler. Donc si on ne fait pas peur, si on ne crée pas un antisémitisme, les gens ils vont pas venir. Voilà. Bref, c'est pas grave. C'était juste un petit aparté, excusez-moi. Je suis désolé si j'ai choqué des gens qui sont pro-sionistes, voilà, et qui croient au Père Noël. Voilà. Voilà, donc en fin de compte, voilà, subvention d'État. Tout ce que je vous raconte là, c'est action, réaction, solution. Tout ce que je viens de vous dire, c'est action, réaction, solution. Par exemple, vous savez, la France, on fabrique des armes, on déclare des guerres à droite et à gauche, on déclenche des guerres, hein, en armant des groupes rebelles, en armant les dictateurs, en disant, attention, il y a des rebelles, ils vont faire des attaques. Et on fait faire des attaques en envoyant des mercenaires là-bas. Bonjour à Bob Denard et son équipe. Et après on vend nos armes à la fois aux rebelles et à la fois aux dictateurs. Ben là c'est pareil, hein, on fabrique des virus, hein, on déclenche des pandémies, des épidémies, et puis on vend les vaccins. C'est action, réaction, solution. Voilà, on va dans un pays, enfin on prend un pays, on flingue les gens, on fabrique des maisons après les avoir expropriées, et maintenant ben, on fait peur pour pouvoir que les gens rentrent dans les maisons, et ils nous louent les loyers. Action, réaction, solution. D'accord? Et vous allez voir, je vais être encore complètement pire complotiste, hein. Pire complotiste, vous allez voir. Ça va plaire aux fans des complotistes. Hein. Voilà, dans le coup du porteur sain, moi, alors on me l'a fait déjà. Donc ceux qui n'ont pas connu, comment on peut dire, cette histoire de sida, donc avec l'histoire du sang contaminé par la suite, évidemment, hein, coupable, non, responsable mais pas coupable, c'est parce que c'est la Cour européenne, des droits de l'homme, qui aurait jugé ou je sais pas trop quoi. Si vous foutez Macron, Buzyn et Lévy, ça va faire la même chose. Hein. Ils vont se juger entre eux. On est peut-être responsable, mais pas coupable. Hein. Enfin bref. Voilà, donc ceux qui ont moins de 40 ans et qui n'ont pas connu ça, ils peuvent se rappeler un petit peu comment ça s'est passé au SRAS ou au H1N1, hein, au H1N1, où ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui faisaient eux-mêmes l'information. C'est extraordinaire, eux-mêmes qui faisaient l'information des gestes barrières. Hein. Alors on n'a pas le droit de se faire la bise, on n'a pas le droit de se serrer la main, on n'a pas le droit de parler trop près parce que ça postillonnait et puis on risquait d'avoir le H1N1. Fallait pas échanger les serviettes, fallait pas faire du sport en commun, fallait pas faire de lutte ou de transpirer. Alors que ça s'est changé, on peut l'avoir qu'en échangeant des seringues, vous voyez, ou des actes sexuels, vous voyez, par la muqueuse sexuelle. Et pourtant, toutes les nanas qui travaillaient dans les crèches, et peut-être les mecs qui travaillaient dans les crèches, devaient se faire vacciner, les infirmières aussi. À savoir si les femmes qui travaillaient dans les crèches, quoi, sodomisaient les petits gamins, ou bien faisaient des échanges de seringues avec les gamins de 2 ans. Je sais pas, mais il y avait peut-être un business. Vous savez, action, réaction, solution. On fait peur. Voilà. On fait peur, on fait peur, il y a peut-être certainement
un virus, un vrai virus H1N1. Après, ben, on en fait tout un pataquès médiatique, on fait peur, et après on vend des vaccins, du gel, etc. Vous savez que chaque fois que vous mettez du gel, vous détruisez toute votre protection qu'il y a sur la peau, hein, toutes les bactéries, tous les bons virus, et toute la couche de graisse que vous avez sur la peau qui vous protège, hein, le sébum, vous détruisez tout ça. Et chaque fois que vous le faites, eh ben, non seulement vous foutez de l'alcool dans votre sang, puisqu'on absorbe l'alcool dans le sang, vous allez vous faire une cirrhose, c'est drôle, et puis en plus, à chaque fois, vous relayez la peur dans votre ADN, ça c'est des petits détails. Voilà, 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 donc modifier l'ADN par la peur, hein. Là j'ai vu qu'il y a eu 30 millions d'euros en PV, vous voyez, depuis le début du confinement. À qui profite le crime? D'accord? Ah merde, j'ai oublié le truc. Bon, je ne l'ai pas devant moi, donc je vais essayer de vous le conter de mémoire. Il y a un conte qui s'appelle les Contes de Canterbury. Et dans le conte de Canterbury, il y a c'est la peste et le caravanier, je crois, un truc comme ça. Donc c'est le caravanier qui part de Damas et qui croise la peste. Et le caravanier dit, mais où vas-tu? Il dit, la peste dit, je vais à Damas et je vais prendre 1000 vies. À qui ça profite de prendre 1000 vies? Je ne sais pas, mais la peste dit, je vais prendre 1000 vies. Et le caravanier s'en va. Et au retour, le caravanier croise la peste et lui dit, mais dis donc, j'ai appris que tu n'as pas pris 1000 vies, tu as pris 5000 vies. Et la peste, elle dit non, moi j'ai pris 1000 vies. C'est la peur qui a pris 4000 vies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quand je vous dis que la peur tue plus que les... Donc c'est un conte qui date du XIVe siècle, je crois. Donc c'est pas nouveau, on sait tous les tyrans savent que la peur qui est l'allié des tyrans, tous les tyrans savent que la peur, c'est un bon truc à utiliser pour rabaisser les gens, parce que quand on a peur, on a 5-7 ans, hein, et on fait confiance à son gouvernement. Je vous conseille le livre, avant qu'il soit complètement interdit, La paix indésirable. C'est-à-dire comment avoir, sans déclencher une guerre, comment avoir les bénéfices de la guerre. C'est-à-dire le peuple qui a peur de tout. Voilà. D'abord contaminer l'eau, contaminer l'air, contaminer les aliments, et faire peur aux gens. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc le docteur Didier Raoult a dit qu'il avait fait 2000 tests par jour. Et sur ces 2000 tests, il y a eu 10% de positifs. Et c'est comme cette histoire de sida, les tests, c'est pas les mêmes en Allemagne, en France, etc. Et par exemple, au sida, on disait, vous allez vous faire tester en France, ben, vous êtes séropositif, vous allez vous faire tester en Australie, vous n'êtes pas séropositif, vous allez au Canada, vous êtes séropositif, etc. Donc ça dépendait des tests, hein, il y avait différents niveaux de tests. À savoir, par exemple, si vous prenez un bon repas bien cuit, là, bien gras, de bidoche et tout ça, vous avez une leucocytose, c'est-à-dire vous avez un afflux de globules blancs qui vient attaquer ce qui est la graisse, hein, c'est-à-dire tous ces aliments cuits, tous ces trucs morts qui n'existent pas dans la nature, hein, tous les animaux mangent des aliments crus, et tout d'un coup, devant cet afflux d'AGE, vous ferez vos recherches, AGE, de molécules de Maillard, hein, devant toute cette agression de trucs qui n'existent pas dans la nature, hein, cette espèce de protéines glyquées mélangées avec de la graisse et du sucre, l'organisme ne sait pas ce que c'est, il n'est pas fait pour ça. À 350 000 ans, on a bouffé des choses qu'on prenait dans la nature, comme ça, crues pratiquement. Et tout d'un coup, les cueilleurs, ils se retrouvent à faire cuire et à bouffer des trucs comme ça. Bon, ça fait pas longtemps, sur 350 000 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dirais sur 300, ça fait 10 000 ans sur 350 000 ans. Voilà, 8 000 ans, 8 à 10 000 ans sur 350 000 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'organisme crée un afflux de globules blancs, et c'est ce qu'on appelle une séropositivité. Donc si vous faites un test c'est pour ça qu'on vous dit venez à jeun. Vous voyez, si vous faites un test après un repas, vous êtes séropositif. Si vous avez une petite grippe, vous faites le test du sida, vous êtes séropositif. Si vous faites une petite grippe et puis que vous n'avez pas compris qu'il faut jeûner et que vous mangez par-dessus, vous êtes séropositif. Voilà.
Donc, vous savez comment on fait les tests pour le Covid-19, on vous passe un coton dans enfin, un coton-tige dans la bouche, un truc comme ça. Voilà. Comment on fait pour l'ADN, vous voyez? Comment on fait quand on veut connaître l'ADN de quelqu'un. Donc là, c'est le côté complotiste. Hein. Je prends mon masque de complotiste et je dis, si j'étais dictateur, qu'est-ce que je ferais? Action, réaction, solution. Les lois de la bioéthique m'empêchent de ficher tout mon peuple, de ficher tout l'ADN de mon peuple. Donc comment faire? Action, réaction, solution. Comment faire ficher tout le monde? Bah, je vais créer un virus, je vais créer une peur générale et je vais dire que, eh bien, la solution pour savoir si vous êtes testé, pour vous tester, c'est de vous passer un truc dans la bouche. Voilà. Attention, hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je dis si j'étais dictateur. Hein. Si j'étais dictateur, puisque la loi bioéthique refuse le fichage d'une population entière, sans motif, eh ben je fais des lois, comment on peut dire, des lois d'exception, exception sanitaire, hein, urgence sanitaire. Au départ, je fais une petite polémique en disant non, non, pour pas que les gens se méfient. Ah, non, c'est pas bon, faut pas faire ces tests. Oh ben oui, mais non, mais oui, mais non, on le met à l'INSERM, on le met pas à l'INSERM. Voilà, et puis hop, Buffalo Bill est un héros, et tout le monde va se faire tester, hop, et on aura l'ADN de tout le monde. Attention, ça c'est juste mon personnage de dictateur. Ce n'est pas moi. Voilà. Juste pour vous faire réfléchir, les amis. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous fera rire ou pas. Voilà, rappelez-vous, comme on dit toujours, remember. Never forget, hein, comme disent, je ne sais plus comment les Canadiens disent, hein, I remember, ou je me souviens, ils disent toujours je me souviens sur leur plaque de voiture, hein, je me souviens, le massacre des Français par les Anglais, cousins canadiens, cousins québécois, pardon, j'ai plus de cousins au Québec qu'au Canada, sûrement, on va dire ça, qu'à Montréal, et puis... Voilà, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, voilà, donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire votre respiration, voilà, souvenez-vous du SRAS, souvenez-vous du sida, souvenez-vous du H1N1, souvenez-vous de la grippe en 78 pour les gens qui ont plus de 65 ans, on nous a fait le coup, on a fait le coup à nos anciens, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, j'ai pas les données devant moi, j'ai juste encore toute ma tête à mon âge, et c'est plus facile quand les gens perdent la mémoire, et c'est encore plus facile quand on flingue tous ceux qui ont une expérience de vie, une mémoire, et qui pourraient éventuellement avertir les jeunes. J'ai appris que en Israël, les hôpitaux ne soignent plus les plus de 60 ans, carrément 60 ans direct. Hein. Nous, on est plus dans les 70-80 ans hein, en France, et dans les EHPAD, on ne s'occupe pas des plus de 75 ans, etc. Voilà. On les laisse mourir. Donc, l'Italie a accepté l'aide des Russes, parce que Poutine a envoyé 6 ou 7 cargos de médicaments en Italie, puisque l'Italie a dit, attendez, c'est bien beau l'Europe, mais vous nous prenez pour des cons. Putain, oh ma. Capiche? Il a fallu ça pour comprendre qu'on vous prenait pour des cons avec cette histoire d'Europe. Bolsonaro, que passe? Ok. Donc, voilà, donc... je crois qu'il va falloir rebâtir un monde différent, oui, mais pas différent tel que nos copains les banquiers le veulent. Il va falloir rebâtir un monde plus proche de la nature. Il va falloir commencer à dire, on va peut-être péter ces putains d'HLM et on va faire des maisons individuelles, on va peut-être faire des jardins partout, parce que je sais pas, mais moi depuis que ma mémoire est mémoire, je me souviens de toutes les maisons où j'étais quand j'étais enfant.
voyez, quand j'étais chez, on va dire entre guillemets en vacances, chez ma grand-mère, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je me souviens encore de ces, ou même avant, que je me souviens de ces jardins, des déménagements qu'elle a eus à Libourne, rue André Névois, j'ai perdu l'autre nom, où c'est qu'elle était. Voilà, la cité HLM à côté du stade, toujours à Libourne. Non, je vois le nom passer, bon bref. Et je me souviens de ces jardins. Je me souviens de tout, cette allée en béton, avec chaque côté les jardins, le petit chai, le petit cagibi au fond, avec les outils de jardin, je m'en souviens parfaitement. Et où j'ai été à la campagne, quand mes parents sont revenus de Dijon, et ben, je me souviens très bien de cette ancienne forge qui était à côté d'une forge des Lucas, des Pères Lucas, et en face on avait les Rabillés qui étaient à Ténac, et puis je me souviens très très bien de cette forge de Ténac. Et c'était un immense jardin qu'avait mon père, où il faisait des fèves, tout ça. On avait deux jardins, on avait le terrain derrière la maison où il faisait des fèves, où il faisait des tomates, etc. Et le petit jardin avec un pêcher des vignes. Un pêcher de vigne, oh là là, les pêches de vigne, sanguines, sèches, magnifiques, et où il y avait des salades, etc. Et je m'en souviens, il y a toujours, dans ma tête, j'ai toujours vu des jardins, avant qu'on bétonne tout, qu'on mette, que les gens font l'exode à la campagne, hein, qui est un gros péché pour l'humanité, d'aller être attiré par les lumières de la ville pour avoir le cinéma, voilà, de se faire salarié, voilà, le côté salarié, où on vend son temps, alors je ne me rappelle plus si c'est en macrobiotique, on dit celui qui vend sa vie n'a pas le droit de manger. On dit le contraire dans le zen, hein, on dit celui qui ne travaille pas ne mange pas, parce qu'on est dans une communauté, donc il faut que chacun fasse sa part. Mais dans la macrobiotique chinoise, on dit, ou japonaise on peut dire, on dit celui qui vend sa vie ne doit pas manger, il se prostitue. Il ne cultive rien, il ne produit rien. C'est pas grave, moi j'ai pas de jugement là-dessus, je veux simplement vous ouvrir un petit peu les yeux et vous donner à réfléchir là-dessus. Je ferai sûrement une vidéo sur le cardio, je sais pas si je la fais aujourd'hui, ça fait 3-4 jours que je dis je vais la faire, donc, et puis à la fin je me dis, il y a peut-être plus urgent, mais bon, vous voyez, moi j'utilise par exemple des bouteilles d'eau, comme je vous ai expliqué, remplies de sable, pour m'entraîner, enfin j'ai utilisé ça, maintenant j'ai une collection d'haltères, je vous montrerai ça tout à l'heure ou demain, mais voilà, ok, il y a toujours moyen de moyenner avec des medicine balls, avec des ballons, avec, moi c'est les kettlebells, j'adore les kettlebells, petit coucou à Stéphane, qui m'a formé, et puis, voilà, bouger 20 minutes, pas trop, hein, 20 minutes, bonne intensité pendant 20 minutes, mais pas plus, c'est pas la peine de faire 3/4 d'heure d'intensité, de forte intensité, ou de faire tous les jours 20 minutes d'intensité. C'est pas parce que vous ennuyez qu'il faut en faire plus, le corps il a besoin de se reposer. N'oubliez pas que le corps ne se répare que quand vous vous reposez, et c'est le repos qui permet au corps de s'adapter. Donc si vous faites trop, jamais votre corps se répare. Voilà, moi ça m'a coûté toutes mes dents, pratiquement. J'ai des dents qui ont explosé parce que je m'entraînais pratiquement 8 à 10 heures par jour, alors qu'on ne doit pas s'entraîner plus de 10 heures par semaine. D'accord? Donc 3 fois 20 minutes déjà, c'est bien, à haute intensité. Et puis, voilà. Si vous roulez par terre, ça sympa, c'est la petite intensité. Vous faites des abdos lents par terre, c'est la petite intensité. Je ne veux pas prolonger cette vidéo, c'était pas le thème. Le thème, c'était si j'étais dictateur, voilà, qu'est-ce que je ferais si je voulais piquer l'ADN à tout un peuple? Après, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Alors, j'allais oublier quelque chose d'important, excusez-moi. Et oui, parce que si on veut montrer que par exemple, on fait les tests, et que ça ne marche pas, parce qu'on les fera sur on administrera par exemple l'hydroxyde de chloroquine à des gens qui sont déjà intubés, et ben on dira ben non, ça marche pas, oui, la chloroquine ça marche pas, on a notre vaccin. Alors, moi ma question était, c'est bizarre, je l'avais marqué ça, ma question était, s'il nous impose un vaccin, vous savez, ce vaccin qui est en Israël et qui est prévu de longue date, hein, qui est peut-être déjà dans les cartons, hein, des facultés ou des labos français, si moi j'étais dictateur
Et si je devais, par des moyens détournés, en faisant peur, par des maladies, des virus, etc., action, réaction, solution, si je devais imposer un vaccin, qu'est-ce que je ferais? Ben, je mettrais une RIFID dedans. Et je mettais des refills ou des nanoparticules qui seront activées quand je le déciderai, avant les élections, avant le deuxième tour des élections municipales. Ce serait activé par la 5G. Vous voyez, c'est-à-dire que la 5G activerait des nanoparticules qui nous foutraient la trouille, qui déclencheraient du cortisol dans notre corps sans avoir besoin de faire peur parce que voilà, parce qu'à un moment, à force de crier au loup, ça se voit trop. Donc voilà. Dans tous les cas, ce côté Corona, ça profite à tout le monde, hein, ça flingue les vieux, il n'y a plus de retraite à payer, ça fait vendre des vaccins, peut-être avec la RFID ou des nanoparticules activées par la 5G. C'est toujours Papy Parano qui part, cette fois-ci, et puis ça fait machiner des tests qui vous prend votre ADN. Voilà, dans tous les cas, ceux qui veulent nous manipuler sont gagnants. Voilà. De toute façon, on ne peut pas réfléchir quand on a peur. Quand on a peur, on insulte les gens. Quand on a peur des gens. Quand on a peur de tout. Quand on a peur de la mort et tout ça. Ce genre de peur collective est utilisé depuis toujours. Hein, c'est l'histoire des false flags, hein, où on fait un attentat et on dit que ce sont les autres qui l'ont fait. Un petit peu comme pourquoi Hitler a réussi à rentrer, je ne sais plus dans quel pays, et ben, il a fait un faux attentat d'une radio allemande à la frontière, avec des prisonniers qui étaient en uniforme de ce pays-là, et puis après ils ont dit hop, on va rentrer dans le pays parce qu'on est attaqué, ils nous ont déclaré la guerre. Voyez, et on le sait maintenant, l'incendie du Reichstag était faux. En septembre, le Pentagone, comme je disais, moi je travaille dans le bâtiment, hein, au départ je suis métallier soudeur, mais aussi charpentier métallique, alors je sais un petit peu comment se fabrique un immeuble et la solidité d'un immeuble. C'est pas le sujet. Ok, donc Papy Parano s'en va, voilà, le complotiste s'en va, et je vous fais un gros bisou, et j'espère que je vous ai donné matière à réfléchir. Faut pas avoir peur à aller dans les extrêmes, comme on dit, plus vous serez prêt, moins vous serez surpris. Plus vous arriverez à intégrer la possibilité qu'on vous et plus, moi ça vous fera mal, vous voyez, c'est comme un coup, quoi. Un coup, quand vous y attendez, vous pouvez vous contracter et vous n'aurez pas très mal, voilà. Alors qu'un coup qui est donné par surprise, vous n'avez pas le temps de vous contracter, et là il vous fait très mal. Ben là c'est pareil, plus vous serez préparé, un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 10, plus vous serez prêt et prête, et plus... moins vous serez surpris, plus vous serez préparé. D'accord? Ok? Donc, comme on dit, vaut mieux, comme dit Sun Tzu, hein, pardon, vaut mieux se préparer à l'attaque que d'espérer que l'ennemi n'attaquera pas. Les bisounours, vous savez, oh, tout est beau, moi je crois à tout. Hein, vous savez, jusqu'au 20 mars... BFM, c'était de la merde, les médias s'étaient dévendus aux ordres de Macron, les médias avaient fait élire Macron grâce aux banquiers, parce que les médias appartiennent aux banquiers, et tout d'un coup, à partir du 20 mars, à peu près, 17 mars, voilà, hop, on écoute les médias et on les croit. Tout d'un coup, comme ça, ils sont devenus crédibles. Action, réaction, solution. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Regardez, mes lèvres bougent pas. Action, réaction, solution. C'est pas moi, c'est lui. Action, réaction, solution. Faire comme le mauvais ventriloque. Action, réaction, solution. Allez, je vous adore. Et prenez soin de vous.